ça, parce qu'il est vraiment un spécialiste de l'histoire et de l'évolution et des utopies aussi, du socialisme d'un long 19e siècle, que je ne suis pas. Hein. Donc, j'essaierai plus rapidement, et Quentin de Carlos parlera après, on va faire un exposé plus long que ce qu'il avait attendu, de toute façon que nous retombons sur nos pieds pour ce qui est du temps imparti, puisqu'on enchaînera les deux communications. Alors, je reprendrai d'ailleurs ici quelques-uns des éléments de la communication qu'elle avait fait au colloque de Narbonne, qui doit apparaître en 2011 et qui va apparaître très prochainement, hein, et qu'elle a réalisé avec Jacques Rougerie et qu'elle m'a laissé tout utiliser. J'y rajouterai un certain nombre d'éléments dans d'autres travaux qui peuvent vous intéresser. Alors, sur un sujet comme le passé et la commune et tout ce qui serait héritage antérieur à la commune, c'est un sujet immensément vaste, vous en doutez, que je ne peux pas traiter en 20 ou 30 minutes. Hein. Je me contenterai de certaines questions. Je ne peux pas situer toute la commune dans toute l'histoire du XIXe siècle, c'est un sujet beaucoup trop long. Donc je prendrai quelques points, quelques aspects que j'ai choisis un peu arbitrairement. Par exemple, il y a un sujet que je ne traiterai pas du tout et qui est pourtant très important, mais qui est un immense sujet, qui serait tout ce qui est, pourtant ça peut paraître au cœur de la commune, hein, tout ce qui serait le rapport ou les rapports que la commune entretient avec le socialisme du XIXe siècle, le socialisme antérieur à la commune. C'est un immense sujet, le socialisme du XIXe siècle. Et toutes les utopies qui ont accompagné ce socialisme, hein, de Saint-Simon à Proudhon, de Fourier à Marx, etc. Alors en même temps, il est vrai qu'on peinerait et je ne sais pas si ce serait une piste tout à fait bonne, de chercher comme ça dans la commune à pointer ce qui serait du proudhonisme, du fourriérisme, du camétisme, du marxisme, en allant un peu piocher, parce qu'effectivement, c'est peut-être assez vain, au fond, comme débat. En même temps, je crois qu'il est très important, y compris pour nous, les amis de la commune, hein, de bien se persuader que la commune n'a pas tout inventé. Hein, on a tendance évidemment à présenter la commune comme un élément capital, c'est pourquoi on est souvent aux amis de la commune. Hein. Or, la commune n'a pas tout inventé. Hein, il y a des communards qui débutent, qui ont déjà un passé eux-mêmes, et puis il y a un passé aussi derrière eux qui existe. Donc il y a quelque chose, il faut toujours bien prendre conscience, même si de fait, bien sûr, il est très important de se dire qu'un processus révolutionnaire construit du neuf, hein, et retravaille le passé. Hein. Donc, et puis il y a un nouveau contexte, le contexte créé par toutes les mutations sociales et économiques du Second Empire, crée un contexte différent de celui de 1848, et donc on a bien sûr des choses entièrement neuves et nouvelles. Donc, on reprend toujours, tout en les retravaillant, des éléments du passé. Alors, je évoquerai ici 3 biais pour réfléchir sur cette question. Disons, font d'abord partir d'un événement même, de fait même du passé, et donc particulièrement de 1848 sur certains aspects seulement, hein, sans chercher à les plaquer sur la commune, simplement pour demander si ce qui se dit et se fait à cette période, et ça vous évoque quelque chose, ça rebondit d'une certaine façon dans la commune. Ce serait mon premier point. Mon deuxième point serait un peu de se poser la question de comment se passent des processus de médiation et de transmission. C'est-à-dire qu'au fond, maintenant, je parlais du passé, et là je voudrais voir un peu comment ça peut circuler ou se déformer. Ce serait mon deuxième point. Et mon troisième point, partir clairement de la commune,
pour voir le passé dans la commune même, mais simplement sur un aspect que j'appellerais la mémoire des émotions. Voilà les 3 points que je veux développer ici. Donc le premier de ces points, je vois beaucoup à ce qu'a écrit Michel Sarcey, donc en présentant seulement essentiellement 1848 sous l'aspect qui est celui qui souvent la concerne le plus, qui est celui de la démocratie et de la souveraineté du peuple. Et par là même, à l'aboutissement de ça, en 1848, la création d'un concept qui donc ne date pas du tout de la commune, même si la commune le reprend souvent, qui est le concept, enfin, je ne sais pas si c'est un concept, enfin, en tout cas qui est le terme, au moins, de république démocratique et sociale. Le terme de république démocratique et sociale, mais que la commune reprend parfois, et même souvent, n'est pas une invention de la commune, pas plus que république sociale. Alors, cette souveraineté du peuple, bien sûr, là encore, il faut la remonter avant, parce qu'on ne peut pas parler de la souveraineté du peuple sans remonter à la Révolution française, voire au XVIIIe siècle. Vous voyez, on peut remonter et enchaîner ce genre de choses sans fin. Mais, bien sûr, ce que Michel Sarcey estime, que je partage d'ailleurs assez largement, c'est qu'il y a une certaine conception de la souveraineté du peuple qui fonctionne au moins dans la période qui va de février à juin 1848, donc après l'insurrection de juin, c'est un peu différent, mais qu'il y a une conception de la souveraineté du peuple et de la démocratie, étant définie par la souveraineté du peuple, qui va fonctionner et qui peut-être a des échos dans ce que nous disons assez classiquement de la commune, mais avec certaines différences. On évoquerait une seule. Cette souveraineté du peuple qui fonctionne entre février et juin 48, c'est autour du thème qui est aussi très actuel, bien sûr, dans ce qui se passe maintenant, que la souveraineté du peuple ne peut pas être représentée. C'est fondamentalement ça. Parce qu'elle ne peut pas être aliénée. Il n'y a pas de souveraineté du peuple aliénée dans les mains de qui que ce soit. La souveraineté du peuple ne peut être aliénée ni morcelée, et donc elle ne peut pas être représentée. Et cette visée, qui était un peu chez Rousseau d'ailleurs, chez d'autres, cette visée est particulièrement présente dans des pratiques dans certains temps de l'histoire. Et souvent dans des mouvements sociaux et souvent dans les insurrections, dit Michel Sarcey. C'est souvent dans les insurrections populaires que se trouvent des moments, mais peut-être aussi dans des mouvements sociaux qui ne sont pas des insurrections, mais là, on est sur le XIXe siècle, c'est l'insurrection populaire est un moment, et celle de février à juin, la période, en fait, 1848, est un moment où cette souveraineté, dans le sens que j'évoquais, se présente. Pourquoi? Parce qu'une insurrection, c'est un moment où il y a un refus de l'obéissance à ce qui est considéré comme légitime. Légal, légitime, sans faire des nuances, on n'a pas le temps. Donc, ce refus de l'obéissance, et ce qui était considéré comme légitime dans la première moitié du XIXe siècle, c'est ce qu'on appelait les capacités. Les capacités qui étaient d'ailleurs censées être signifiantes dans un corps électoral réduit. Donc, ce refus de l'obéissance, qui est aussi une remise en cause des hiérarchies, une volonté de liberté, c'est finalement un moment d'affirmation. Alors là, il y a toute une discussion sur cette affirmation instinctive ou politique, suivant la façon dont on peut le voir, c'est assez complexe, de la souveraineté du peuple. Pour certains, c'est plus instinctif comme affirmation, pour d'autres, c'est
clairement politique que cette affirmation. Alors, ça a des pratiques qui sont décrites à Paris, évidemment, entre février et juin 1848. Alors, sur les pratiques qui peuvent se situer à trois niveaux, essentiellement, enfin, ce que j'ai repéré dans ce qu'écrit Gérard Sarcey. Il y a des pratiques qui sont de base, de la base de l'organisation à la base, donc toute une série de formules qui peuvent être décrites d'auto-organisation dans les quartiers, dans la garde nationale, dans les ateliers. Donc, toute une formule, une série d'auto-organisation. Par des assemblées, etc., parfois des élections de délégués, etc., etc. Un des traits les plus marquants qu'elle souligne, c'est que ces formules d'auto-organisation s'accompagnent de... Donc, s'accompagne de formes assez très fréquentes d'occupation de la rue. C'est souvent dans l'occupation de la rue dont on peut décrire des traits, le bruit, l'animation, les assemblées, etc., les frottements qui accompagnent les moments d'occupation de rue, que se manifestent ces formes d'auto-organisation qui sont extrêmement importantes et des formules diverses qui peuvent exister, que je n'ai pas le temps de développer. Ça, c'est le premier niveau de ces formules qui apparaissent entre février et juin 1848. Le deuxième niveau, c'est ce qui lie ces formes d'organisation à la base, de démocratie, d'organisation, à une forme de sommet, entre guillemets, qui sont des institutions qui, quand même, résistent au Paris ou la France pendant la Seconde République, y compris dans la période de février à juin 1848. Donc c'est la multiplication de formes d'intervention populaire. Alors ça essentiellement prend deux formes. Ce sont des délégations ou des corps sociaux à la fois avec leur bannière, surtout à l'hôtel de ville, pour représenter telle et telle chose. C'est la première grande formule, délégation accompagnée parfois de manifestations, etc. Et la deuxième grande forme, ce sont très importantes en 1848, ce sont les pétitions qui sont portées au gouvernement et surtout à la Chambre des députés lorsqu'elle est élue après 2 mois de révolution. Donc, les pétitions qui viennent d'ailleurs pas seulement de Paris, mais de toute la France. Enfin, la troisième forme importante dans ces journées de février à juin 48, qui est traitée comme un bloc, finalement. Il n'y a pas de distinction très forte chez Michel de Sarcey, mais on n'a pas le temps de raffiner. Le troisième point très notable, c'est la multiplication des associations ouvrières, sur lequel je reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure. De cet ensemble-là, ces trois niveaux, cette richesse, ces trois niveaux, va effectivement s'organiser, se construire le concept de république démocratique et sociale. C'est dans cette articulation de la souveraineté du peuple mise en œuvre entre février et juin 1848 que se formule ce concept de république démocratique et sociale. J'en termine avec cette première partie, donc c'est très bref, très schématique, je suis désolé, pour dire que là, il y a quand même une grande différence avec la commune qui est essentielle et qui est fondamentale, qui va, même si tout ça, vous l'entendez peut-être aussi comme fonctionnant plus ou moins dans la commune, la différence fondamentale, c'est que la commune, en même temps, c'est aussi un gouvernement. C'est-à-dire que là, tout ce que je vous dis, c'est en présence d'institutions, le gouvernement provisoire de la République, puis le gouvernement nommé par la Chambre des députés, etc. Il y a, alors que la commune, c'est ça, peut-être ça, je ne veux pas me prononcer, mais des formes comme ce que je viens de dire, plus un gouvernement
censé être représentant, puisqu'élu, finalement. La commune, ce n'est pas qu'une institution de démocratie directe. Et quand on dit la commune, fait ceci, c'est la commune décrète, c'est la commune arrête. La commune, c'est donc une forme d'état. Voilà, j'en arrête là sur cette première partie. Ma deuxième partie va aborder la question des associations ouvrières parce que je pense que ces associations ouvrières sont sous le Second Empire. Et là, beaucoup de travaux ont été faits, soit par Raymond XVI, puis Jacques Bossuet et bien d'autres. Donc là, on a une masse de documentation tout à fait considérable, ancienne mais très, très importante. Là, ces associations ouvrières ont été des lieux à la fois d'organisation, de transmission, avec des séries de mutations, mais qui vont faire fonctionner certains aspects de cette question de la République démocratique et sociale. Alors là, on connaît assez bien les choses. Entre février et juin 1848, des sociétés d'ailleurs qui existaient déjà avant février 1948 ont profité de la situation démocratique que j'évoquais, avec des assemblées ouvrières, etc., pour organiser d'anciennes sociétés mutuelles, etc., ou autres, pour créer des associations ouvrières, qu'on appelait sociétés le plus souvent à l'époque. Et ce qui caractérisait ces sociétés de 1948, ce sont deux aspects dans cette réorganisation. C'est une volonté de regrouper tous les ouvriers. Donc c'est pas simplement de faire une coopérative d'ouvriers qui voudraient faire travailler ensemble, le bronze, je ne sais pas. Voilà. Ou être facteur de piano. Non, c'est ça déjà visé de regrouper tous les ouvriers métiers. Mais en même temps, toujours, presque toujours, en même temps de créer des ateliers de production. Donc, les deux sont le plus fréquent. Alors, c'est évidemment, dès juin 1948, il y a une partie de ces sociétés qui vont disparaître, ces sociétés ou associations, mais subsistent à forme coopérative. Les coopératives qui ont été créées subsistent après juin 1948. En 1850, il y avait quand même 255 coopératives de production ouvrière à Paris. Donc c'est quand même très important. Alors, il ne faut pas s'exagérer les choses, 255 coopératives ouvrières de production à Paris, elles vivotent, parce que le grand problème concret, c'est le crédit. C'est le crédit, la Banque du Peuple de Proudhon, ça ne marche pas tant que ça, mais c'est très intéressant, etc. Et donc, ça crée en même temps, déjà, cette période de la fin de la Seconde République, il y a une série de réflexions qui apparaissent. On n'est plus alors là dans la période de souveraineté populaire et claire, mais on est après une crise, etc. Et on voit réapparaître toute une série de réflexions. Et parmi ces réflexions, je vais en citer un journal qui s'appelle La Presse du Travail, qui paraît en 1851, qui va relancer donc cette idée, au fond, syndicale, avec toujours les deux idées, regrouper tous les travailleurs d'un métier et créer des ateliers coopératifs. Voilà, je cite là ceux qui écrivent. Ce que nous voulons, c'est que l'instrument de travail devienne la propriété collective de la corporation tout entière. C'est là qu'est le salut du prolétariat. Donc voilà l'idée quand même d'un socialiste fabriqué là dans ces associations ouvrières. Alors le 2 décembre 1951, bien sûr, la destruction de tout ça est encore accentuée, mais ce que les travaux montrent, c'est qu'il y a eu des formes de continuité. On s'est réfugié dans d'autres formes d'action. Alors,
là, il y a des descriptions très très précises des différentes associations, depuis les peintres en bâtiment, la société typographique, etc., comment elle continue à vivre, à survivre, etc. Je ne prendrai qu'un exemple qui est la société des ouvriers du bronze. Les bronziers, on va prendre tous ces exemples sont traités de façon très détaillée, on a beaucoup de choses. Donc la société des ouvriers du bronze, elle s'était recréée le 11 janvier 1849, je cite, libre, égalitaire et fraternelle. Donc elle est dissoute le 2 décembre 1851 et elle va vivre clandestinement. Elle vit clandestinement, donc en fait ses dirigeants sont toujours là, ils se réunissent entre eux, etc. Ils essaient de faire fonctionner avec une certaine solidarité. Et elle réapparaît en 1857, ce sont les mêmes noms, donc il n'y a pas de surprise, c'est qu'il y a une continuité, et elle va s'appeler Société de crédit mutuel des ouvriers en bronze en 1857. Son principal dirigeant d'ailleurs s'appelle Jules Mallarmet, ouvrier en bronze, qui avait participé à un journal communiste en 1845. Donc, vous voyez, cette circulation, un journal qui se voulait communiste, qui s'appelait La Fraternité en 1845. Donc elle se reconstruit en 1857 comme société de crédit mutuel. Elle va soutenir des grandes grèves qui sont assez célèbres, les ouvriers bronziers en 1864 et 1867. Et elle devient société des ouvriers bronziers en 1867 avec 6 000 adhérents. C'est une puissance. Et on retrouve dans cette société les textes que je vous indiquais de 1848 et 1851. C'est-à-dire que la société veut deux choses. Voilà, je cite son texte. La tâche de l'avenir, virgule, c'est un petit peu prudent exprès parce qu'on ne pas. La tâche de l'avenir, virgule, nos camarades l'ont bien discerné, c'est l'émancipation complète. Voilà, on reprend les mêmes thèmes. Et en même temps, on met en place, on essaie de mettre en place des ateliers coopératifs. Donc toujours la même chose, cette visée qui continue à circuler, qui est transmise dans ces syndicats, mais c'est pas rien. En 1870, il y a quand même 106 chambres syndicales ouvrières à Paris. Donc elles sont petites, plus ou moins grandes, etc. Mais ce n'est pas un petit mouvement. Et on retrouve effectivement, plus ou moins bien sûr, le schématisme, ayant circulé cette double visée constante, regrouper tous les ouvriers dans un but de résistance, de contrôle, etc., et en même temps créer des formes d'association de production pour devenir maître des instruments de travail. Donc, tout ça a circulé pendant 20-30 ans. Le troisième point que je voulais évoquer, alors là, Donc je voudrais dans cette troisième partie, mais seulement esquisser, parce que la question devrait être beaucoup plus vaste, là au contraire, je vais partir de documents produits pendant la Commune, pour revenir vers le passé. Je fais ça en 3 étapes, vous voyez, circulation, je suis parti d'un élément pour voir que ça rebondissait sur l'action, ensuite voir des médiations possibles de transmission passé-présent,
Et enfin, au contraire, je parle maintenant de l'événement qui nous concerne, pour voir ce qu'il peut y avoir comme trace du passé dedans. Ces trois liens qui finalement, en circulant, peuvent nous permettre, à mon sens, d'aborder les événements lorsqu'on trace les rapports présents passés. Et je ne parlerai que, évidemment, on va voir, il y a deux choses là aussi, mais je ne veux parler que de ce que j'appelais ici la mémoire émotive, parce qu'on ne peut pas justement réduire la mémoire, les traces du passé quand on les cherche dans un événement donné, une période donnée, à seulement les traits intellectuels, analytiques, etc. Non, ce n'est pas possible. Ce qui se joue du passé dans la commune, en quelque sorte, sans postuler nécessairement qu'elle est première, on ne va pas me lancer sur des débats historiographiques de ce type, mais ce qui se joue beaucoup dans du passé dans la commune, c'est la mémoire sensible. Et dans cette mémoire sensible, pour comprendre la mentalité communale, il y a ce que j'appellerais, moi, ici, pour la réduire, la mémoire émotive. La mémoire des émotions, qui est très très important pour motiver, pour entraîner l'action ou certains types d'actions. Voilà, donc je ne veux pas développer et on pourrait multiplier les sources, les textes, etc. Et j'ai voulu exprès m'en tenir que à des images, parce que ces images sont, me semble-t-il, j'avais pensé à aller à Bois un moment pour faire une conférence, pas pour dire qu'elles sont nécessairement très importantes, parce que si j'avais été à Bois sur les images, j'aurais fait une conférence que je rappelais, non pas la puissance des images, mais l'impuissance des images sur la période de la commune. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, c'est pas pour dire que ces images influencent nécessairement beaucoup ceux qui les voient, mais c'est plus qu'elles traduisent quelque chose du rapport des communards, de certains communards, à leur passé. Et donc je m'en suis tenu strictement aux caricatures, donc je n'en tirerai aucune conclusion définitive, mais simplement pour les commenter rapidement. Il y a celui d'un peu, on va pas mettre dessus. Je ne sais pas pourquoi ça. Ça se fait là. Enfin bon, j'espère que vous voyez. Donc voilà un certain nombre de caricatures qui sont parues pendant la commune qui vont nous rappeler certains des événements qu'on a à la commune, sans que, je dis, ce soit nécessairement toutes les clés d'explication de certains événements. Voilà une des caricatures, vous voyez qui s'appelle Croquis du jour, et vous voyez un vieux militaire, enfin ancien militaire de Napoléon Ier. Il pouvait y avoir encore en 1871, on est 60 ans après, des gens qui avaient 20 ans en 1811, qui en avaient 80 en 1871, qui avaient pu participer aux guerres napoléoniennes. J'ai retrouvé des anciens combattants de l'Empire, parce que c'était ces anciens combattants, vous savez, aussi, donc j'ai retrouvé des anciens combattants de l'Empire, du Premier Empire, dans la commune. Donc voilà, vous avez un ancien combattant du Premier Empire, mutilé de guerre, on va dire à 14, puisqu'il n'a plus qu'une jambe, et qui dit donc à son fils, visiblement garde national, communard, et qui évidemment est avec la symbolique du pavé de l'insurrection, mon fils, qui a su donc une patte aussi à ce brigand-là. Et donc, il s'agira d'éliminer tout ce qui va rappeler le Premier Empire. Et à terme, bien sûr, la question de la colonne Vendôme qui va se poser. Je ne sais pas si c'est le suivant. Le Vendôme syndical, c'est très spécial, hein, cet ordinateur.
Bon, deuxième événement, qu'on retrouve assez fréquemment pendant la Commune, c'est la référence à juillet 1830. La référence à juillet 1830, et vous avez très souvent pendant la Commune, très souvent, j'exagère, et vous avez assez souvent pendant la Commune, avant la Commune déjà d'ailleurs, et pendant la Commune, des délégations qui vont à la colonne de juillet 1830 pour rendre hommage aux héros de la révolution précédente. Pas précédente, mais donc même si 1830, c'est peut-être pas l'idéal de la révolution tel que, mais c'est la continuité d'un esprit qui se marque dans cette volonté des bataillons. Alors il y a même un tour des bataillons qui s'organisent pour aller à la colonne de juillet. Comme il y a un tour qui s'organise pour aller à l'Arc de Triomphe, à la flamme du soldat inconnu dans l'entre-deux-guerres, là on voit un tour des bataillons s'organiser pour aller à la colonne de juillet. Alors, tout, on ne va pas en masse, sauf exception. C'est un tour, ça veut dire qu'il y a une garde qui va. Alors là, est-ce que ça va mieux marcher? Suspense. Je rentre plus en diaporama. Alors vous voyez là, on va déposer une couronne à la colonne de juillet. Alors, autre souvenir qui arrive souvent, parce qu'évidemment, leur adversaire principal, c'est Thiers. Donc, bien sûr, on a un certain nombre de caricatures de Thiers, on en a même beaucoup, énormément. Mais plusieurs de ces caricatures renvoient au Thiers du passé. Essentiellement deux personnages, presque deux personnages. Alors, parfois, pendant les caricatures, il y a même chose, mais là, essentiellement, évidemment, le Louis-Philippe part. On caricature, c'est amusant, Thiers en forme de poire, qui était la tradition de caricature de Louis-Philippe. On déformait systématiquement en poire. Et là, c'est Thiers que l'on va déformer en poire, pour rappeler que c'est un monarchiste orléaniste. Bien sûr, ça fonctionne dans ce sens-là. Et bien sûr, souvent, c'est l'occasion de rappeler, déjà sous la monarchie de Philippe, le Thiers massacreur, celui de Transnonain. Constamment, alors ça, pas aussi dans très nombreux textes, notamment du Père Duchesne, la référence à Thiers égale Transnonain. Donc tout ça, oui, c'est une mémoire qui sert à l'émotion. C'est une mémoire qui est sensible, qui nous renvoie à une histoire qui n'est plus du tout celle de l'idéologie, du socialisme. C'est une histoire qui nous ramène. Et le dernière chose, il y a complètement exposé là-dessus, c'est la mémoire de juin 48. C'est la mémoire de juin 48, bien sûr, un 5 ans d'avant. Et là, vous avez une caricature de Clément Thomas qui n'est pas du tout à son honneur, bien entendu, où Clément Thomas, dans mon Dieu, il est mort, ils sont là. Voilà. Alors, la commune, officiellement, n'a jamais revendiqué, vous savez, une
l'exécution des deux généraux, mais voilà une caricature qui montre que le Clément Aymar, ça évoque juin 48, trop pas seulement, mais aussi juin 48, et fait partie de cet ensemble émotif et sensible qui est présent dans l'outillage mental des communards de 1861. Voilà, donc vous avez ces trois niveaux que je voulais vous montrer, qui peuvent nous montrer comment, en 1871, fonctionne un rapport au XIXe siècle. Mais comme vous voyez, je n'ai pas traité tous les aspects, je n'ai traité que certains de ces aspects. Voilà, merci. J'espère que vous